j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo, bienvenue sur Helen's Universe. Ici, je vous présente de la littérature afro et caribéenne et surtout de la littérature haïtienne, même si je ne lis pas que cela. Alors, je suis ravie de vous présenter une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan de lecture du mois de mai. Alors, le mois de mai a été un mois plutôt intéressant où j'ai lu environ 6 ouvrages. Par rapport au mois précédent, c'est moins, mais je suis quand même très contente parce que parmi ces ouvrages, il y avait des ouvrages qui étaient plus ou moins longs. Il y avait un essai en fait que je voulais absolument terminer. Et puis j'ai lu autre chose pour pouvoir faire des coupures et souffler un tout petit peu. Et puis j'ai commencé plein de livres. Je ne sais pas pourquoi, c'est comme cela. Et puis vers la fin, je vous ferai un bilan avec le nombre de pages lues. Enfin bref, j'aurai éventuellement l'occasion de vous en parler. Alors, ce sera par ordre entre guillemets décroissant, c'est-à-dire que je vais commencer par les ouvrages que j'ai lus en fin de mois et pour remonter au début de mois parce que je crois que je les ai empilés comme ça. Premier ouvrage que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, vous verrez peut-être ça dans un vlog. Alors le premier ouvrage que j'ai terminé c'est Le Vaudou haïtien aux éditions Gallimard, tel Gallimard d'Alfred Métro. C'est un ouvrage qui se présente comme ceci. Donc si vous ne le savez pas, je suis d'origine haïtienne, donc je viens des îles de la Caraïbe en général, mais des Antilles, grandes et petites Antilles. Et j'ai lu pas mal de choses où on parlait de vaudou, etc., notamment du panthéon vaudou, etc. J'ai une connaissance plus ou moins sommaire, on va dire, du vaudou. J'entends beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. J'ai lu précédemment Les mystères du vaudou de Laënnec Urbon, que je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai lu ceci auparavant et je voulais continuer à explorer donc qu'est-ce que le vaudou, etc. Donc déjà le vaudou haïtien et après pour élargir les autres croyances, les autres vaudous, notamment celui du Bénin, mais j'aurai l'occasion de vous en parler plus tard. Et puis au début de l'année en janvier, parce que le 10 janvier c'est la fête du vaudou, notamment au Bénin, j'avais lu un petit livre, je vous laisserai la vidéo pour éventuellement aller voir tout cela. Je parlais donc le vaudou haïtien d'Alfred Métro. Alfred Métro est un ethnologue suisse, il me semble, je crois qu'il vient de Lausanne. Oui. Donc il a écrit cet ouvrage vraiment en se déplaçant pour aller voir qu'est-ce que c'était le vaudou en Haïti. Donc vraiment dans les années 1950, je crois. En tout cas, l'ouvrage est paru en 1958. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors, au sein de cet ouvrage, on a déjà une partie qui nous parle de l'histoire du vaudou, d'où vient le vaudou, etc. Les origines du culte, etc. Ou des cultes, on va dire. Ensuite, on a tout ce qui est le milieu social ou les cadres sociaux du vaudou, comment le vaudou est organisé, etc. dans la société haïtienne aussi. Un peu la hiérarchie dans le vaudou. Et on parle beaucoup des sanctuaires, on parle du monde surnaturel, donc comment le panthéon vaudou par exemple est organisé, les dieux, dans quel ordre ils sont appelés lors des cérémonies, leur importance, leur représentation, que ce soit lorsque les personnes sont possédées, leurs couleurs, quel repas leur donner lors des offrandes, la possession, le rêve aussi, qu'est-ce que ça représente, pas mal de choses. C'est vraiment très intéressant. Je vais essayer de faire un petit article pour parler un petit peu de cela. Je ne sais pas si je vais réussir à dire beaucoup ou tout dire. Et puis moi, c'était aussi une façon de comparer ce que je sais, ce que j'entends dans le pays, dans ma culture, ce que les autres personnes disent. Ensuite, on est passé au rituel. Donc, par exemple, le salut, comment on salue les objets, les dieux, les personnes aussi entre elles. Les libations, les rites, les invocations, etc. Pas mal de choses. Et puis on est passé aux danses, à la musique, parce que c'est très important. L'art est vraiment très important. La création est vraiment très importante dans le vaudou. Ça se voit d'ailleurs avec les vévés, donc les dessins qui représentent chaque loi par exemple. Et on est passé à pas mal de choses, le culte des morts, les fêtes, les mariages notamment mystiques. Et puis, il y a une partie sur la magie et la sorcellerie. Donc, qu'est-ce que la magie, qu'est-ce que la sorcellerie, la différence entre la magie blanche et la magie dite noire aussi, différents types de magie, différents types de
sorcellerie, si je peux dire ça, ou de sorts, si je peux dire ça comme ça. Et puis les sociétés aussi, parce qu'il y a des sociétés secrètes dans le vaudou et pas mal de choses. Et les ordalies qui sont un peu une mise à l'épreuve de ce que j'ai appris, tout ça. Et c'était vraiment intéressant. Et on a terminé par le vaudou et le christianisme. Donc si vous ne le savez pas, le vaudou est une religion qui est purement syncrétique, je crois qu'on dit comme ça. Donc elle est associée au christianisme. Et on a vu aussi les autres religions qui étaient présentes en Haïti, notamment le protestantisme et tous les dérivés, si je peux me permettre de dire ça, et comment la population était à la fois dans un syncrétisme, une dualité, on peut dire, dans certaines, avec le culte et certaines religions, et comment certaines religions étaient considérées comme des catalyseurs, si je peux dire ça comme ça. J'ai trouvé ça très intéressant, vraiment très intéressant. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, dans le sens où comment il explique les choses. Après, comparé à beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le vaudou et Haïti, je pense que c'est peut-être celui qui a le moins de jugement de ce que j'ai lu et compris jusque-là. Je n'ai pas tout lu sur le vaudou, je ne connais pas tout du vaudou. Et puis, pour connaître beaucoup de choses, je pense qu'il faut vivre le vaudou. J'ai jamais participé à une cérémonie, j'ai jamais vu ça, je ne connais pas comment ça se passe en fait. J'ai jamais vu. Je sais comment ça se passe au jour d'aujourd'hui parce que j'ai lu des choses, parce qu'on m'a raconté des choses, mais moi j'ai pas cette expérience. Voilà, c'est le mot juste, on va dire ça comme ça. Mais c'est un ouvrage que je recommande, que vous pouvez prendre votre temps pour le lire, parce que je pense que si vous n'êtes pas familier ou autre, ça peut être beaucoup de nouvelles choses, mais je pense que si vous êtes d'un autre culte ou autre, ça reste une religion, donc il y a des choses, je pense, qui s'apparentent, comme les offrandes, comme, je sais pas moi, la participation à certains rites, etc. Donc voilà, je trouve ça très intéressant et je suis contente parce que c'est un ouvrage que je voulais lire depuis longtemps, que j'avais chez moi depuis très longtemps. Je ne l'avais pas oublié, mais beaucoup de personnes m'ont dit mais il sort d'où ce livre? Donc chez moi, de mon entourage, j'ai dit ben, je l'avais depuis tellement longtemps. C'est juste que voilà, je ne l'avais pas encore lu, donc je suis contente d'avoir fait ça. Et puis c'est une non-fiction, donc ça rentre dans mes objectifs pour l'année. Voilà. Un autre livre que j'ai eu la chance de lire et je suis contente de l'avoir lu, même si c'est pas un coup de cœur forcément, c'est Les Enfants des Sables Mouvants d'Effoua Traoré aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Donc c'est ce livre-ci qui se présente comme cela. J'aime beaucoup cette couverture, je trouve ça très beau, très festif aussi. Ça donne envie d'aller voir. Alors ici, on part avec une petite fille, je crois qu'elle s'appelle Simi. Simi est une jeune Nigériane qui vit à Lagos. L'une des plus grandes villes du pays, et elle vit avec sa mère au jour d'aujourd'hui parce que ses parents se sont séparés et ont divorcé. Donc son père a une nouvelle compagne et sa mère doit malheureusement partir à Londres pour travailler et notamment faire une formation éventuellement pour un nouveau poste. Elle se retrouve donc à ne pas pouvoir aller en colonie de vacances et sa mère décide de l'envoyer dans un village, son village, hein, au fin fond du Nigeria, chez sa grand-mère. Mais le problème, c'est que Simi ne connaît même pas sa grand-mère. C'est-à-dire que quand sa mère lui dit qu'elle n'a pas le choix et que tu iras chez ta grand-mère, elle pensait même que sa grand-mère n'existait plus, était décédée. Donc elle arrive dans ce village, il n'y a pas d'électricité, c'est un village où tout est sommaire en tout cas, hein, il n'y a pas forcément l'eau courante, etc. Tout ce qu'il n'y a pas dans une ville, on va dire comme Lagos. Et elle apprend petit à petit à connaître sa grand-mère, mais le premier jour, elle fait une expérience très bizarre où sa grand-mère lui demande d'aller recueillir, donc aller cueillir des fruits. Et on lui dit de ne surtout pas prendre tel chemin. Et évidemment, elle va partir sur ce chemin parce qu'elle sera envoûtée en quelque sorte par un oiseau. Et elle va se retrouver dans des sables mouvants et elle va se retrouver dans un autre monde temporairement. Je omets de dire certaines choses évidemment pour ne pas tout vous dévoiler. Et puis elle apprend qu'il y a donc des croyances dans ce village, pas mal de choses.
Et puis il y avait même un petit mot que sa mère lui avait demandé de donner à sa grand-mère pour lui dire, bon, évite de parler de certaines choses à ma fille parce que je ne veux pas qu'elle rentre dans ce genre de croyances. Évidemment, à force de fréquenter les personnes du village, d'être sur place, elle va être confrontée à pas mal de croyances et elle va en définitive vouloir aider certaines personnes. Je ne veux pas plus vous en dire, mais moi j'ai eu du mal au départ à rentrer dans l'histoire parce que ce n'est pas un ouvrage pour moi, c'est-à-dire que je ne suis pas le public quand je dis ça, ce n'est pas un ouvrage pour moi parce que de ce que j'ai déjà lu, de ce que je sais déjà, c'est censé être un ouvrage young adult, je pense young adulte, donc je ne suis pas le public pour cet ouvrage, mais c'est bien d'aller voir ce qu'on fait notamment en young adulte. Et en fait, il y a toute la croyance Yoruba qui est présente ici, que moi je connais un petit peu déjà parce que ça ressemble à beaucoup de choses, notamment dans le vaudou haïtien. Et ici, il y a deux déesses, donc Oya et Oshun, qui sont présentes ici, que je connais très bien et qui s'apparentent à des lois, des déesses dans le panthéon vaudou. Donc voilà, et il y aura toute une lutte pour rétablir une vérité et aussi pour faire la paix avec ces déesses. Je ne veux pas plus vous en dire parce que je ne veux vraiment pas déflorer l'histoire et j'aimerais vous voir découvrir cet ouvrage en fait, même si moi c'est pas vraiment un coup de cœur et que j'ai du mal jusqu'au bout et que je connaissais déjà la fin. Et puis ça ressemble beaucoup à des histoires qui se passent aussi chez moi, des enfants qui vont en bas de l'eau, comme on dit chez nous. Donc des enfants qui se retrouvent dans le royaume de l'eau, si je peux dire ça comme ça, voilà. Donc voilà, c'est une histoire que j'ai trouvée quand même intéressante. Comme je disais, je ne suis pas le public. J'ai apprécié ma lecture, ça m'a permis de faire une pause quand je lisais Le Vaudou haïtien, le livre dont je vous parlais précédemment. Donc j'ai trouvé ça intéressant et puis je crois que c'est pas très long. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que j'ai retrouvé plein de phrases, de choses comme ça. Par exemple, la salutation en Yoruba, qui est à la fois une langue mais aussi comment on peut dire, une caste, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets. Donc, que je connaissais parce que je regarde une série où les personnes sont d'origine nigériane et Yoruba. Donc, c'était intéressant de lire les mots que j'entendais dans cette série. Et je recommande dans le sens où, si vous voulez savoir ce qui se fait en jeunesse, notamment pour les personnes afro, par des personnes afro, c'est intéressant. Et j'ai aimé le fait que l'autrice, elle a dit en fait qu'elle a créé cette histoire parce qu'elle voulait des histoires pour ses enfants, mais des histoires qui racontaient un peu sa jeunesse, ce qu'elle aurait pu faire. En tout cas, des histoires pour ses enfants, dans le sens où elle vient du Nigeria et que ou d'Afrique, etc. Elle voulait des histoires comme ça. Et moi, j'ai aimé ça. J'ai aimé, comme on dit souvent, de créer ce qu'on a envie de lire, de voir, etc. Donc, je trouve que c'est une bonne démarche dans ce sens-là. Mais c'est pas un coup de cœur, malheureusement. J'aurais aimé, mais ça ne l'est pas. Après, je l'ai lu en français, donc je sais pas. L'ouvrage suivant que j'ai pu lire, donc c'est L'Arabe du futur, 6 Une jeunesse au Moyen-Orient de 1994 à 2000. De Riyad Satouf, que vous connaissez, je pense. Alors, c'est aux éditions à la réédition. C'est le dernier qui me restait dans mon aventure de l'Arabe du futur. J'ai vraiment aimé ce tome parce que pour moi, c'était un tome un peu de réconciliation avec soi, avec son père, avec sa famille, avec plein de choses. Donc on est avec le grand Riyad, on peut dire maintenant, qui a terminé donc, le lycée, qui va aller dans une école de cinéma pour pouvoir aller à Hollywood et faire de l'animation, etc. Il s'avère qu'il se tourne finalement vers tout ce qui est bande dessinée, etc. Il est influencé par ça, notamment à cause ou grâce à ses lectures. Dans sa famille, c'est toujours un peu difficile parce qu'il n'a plus de nouvelles vraiment de son père. Il a des lettres de temps en temps, mais il ne sait pas trop ce qui se passe. Son frère, donc, qui avait été enlevé par son père, est toujours au pays. Il fait apparemment des études.
Et puis, c'est un peu difficile parce que sa mère est toujours dans ce processus où elle veut retrouver son fils, évidemment. Et elle ne sait pas grand-chose. Elle se fait arnaquer aussi par des personnes qui profitent de son désir de revoir son fils. J'ai trouvé que c'était très intéressant. Il y a pas mal d'autres choses que je ne vais pas vous dire, évidemment, parce que vous devriez aller découvrir ceci. Je pense que c'était vraiment très intéressant. Et puis, c'est bien de voir que cet homme, donc Iyad Sattouf, a réussi à se faire une place dans le monde qu'il voulait. Qu'il a commencé avec certaines BD et qui, à force de lire certaines choses, notamment Persepolis, que j'aime beaucoup. Je n'ai jamais lu Persepolis, mais j'ai juste vu l'animation en fait. Mais je devrais d'ailleurs réparer cette erreur, comme on dit. Et de voir que grâce à cela, il s'est dit ben, pourquoi pas raconter en quelque sorte mon histoire et comment aussi il a fait appel à une psychologue. C'était vraiment intéressant quelle méthode il a utilisée pour s'en sortir et pas mal d'autres choses. J'ai trouvé que c'était bien de voir comment un jeune homme qui vit dans un pays, dans l'un de ces pays, mais qui se retrouve à naviguer entre des difficultés dans sa famille, dans sa vie personnelle, et comment il a réussi quand même à s'en sortir. Et pour moi, c'était aussi de l'espoir, en fait, pour quiconque qui serait dans une situation difficile aujourd'hui, et de savoir qu'il peut avoir une issue où on peut ne pas guérir de tout, mais il peut avoir une issue pour pouvoir avancer. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome que je recommande vraiment beaucoup. Et je suis ravie de l'avoir lu, d'avoir enfin terminé ceci. Et puis je vous ferai peut-être une vidéo sur les séries que j'ai pu lire en fait, parce que je remarque que je lis des choses qui se... pas des one-shots en fait, des plusieurs ouvrages qui se suivent, etc. Donc pourquoi pas, n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir cela. Jusque là j'en ai lu 2 et je crois que j'en ai commencé 2 autres depuis fort longtemps, peut-être plus. On verra en tout cas, n'hésitez pas à me le dire en tout cas. Donc pour continuer mon aventure dans la littérature et pour aussi nourrir les vidéos que j'ai envie de vous faire très bientôt, j'ai été lire donc Chronique d'une mort annoncée de Gabriel Garcia Marquez. Ici j'ai les Cahiers rouges de chez Grasset, cette version-ci que j'ai empruntée à la médiathèque et je suis contente de l'avoir lu, mais c'est un ouvrage que j'ai aimé. Alors, je ne sais pas si c'est parce que dans mon entourage on m'a vendu vraiment Gabriel Garcia Marquez comme le maître de notamment le réalisme magique, mais là j'ai été déçue. J'ai trouvé la construction très intéressante, mais malheureusement l'histoire, j'ai pas trouvé que l'histoire était exceptionnelle et autre. Je sais pas si c'est parce que... je sais pas, j'ai aucune idée, mais franchement je pense que c'est peut-être pas avec cet ouvrage que j'aurais dû commencer. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je devais lire 100 ans de solitude avec une amie. Elle devait le lire en espagnol parce que c'est sa langue première. Et moi, je devais le lire en français. Et finalement, ça s'est pas fait. Moi, je veux toujours le lire. Et on m'a dit, ben, avant de lire 100 ans de solitude, lis celui-ci. Ça n'a pas fonctionné. Enfin bref. C'est l'histoire d'un jeune homme, Santiago Nazar. Santiago Nazar est un jeune homme qui va décéder, mais qui ne le sait pas. Alors, on se réveille avec lui, il doit aller accueillir un homme de Dieu sur le quai. Et malheureusement, il se prépare, il voit sa mère, et puis il passe dans la ville, tout le monde le voit, tout le monde connaît la rumeur sur ce crime d'honneur qui va avoir lieu. Mais apparemment, il est le seul à ne pas savoir qu'il va mourir. Moi, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire qu'il est le seul parce que je pense que quand il allait être agressé, il a su qu'il y avait quelque chose quand même qui arrivait. Après, je ne sais pas s'il a vraiment su que c'était sa mort, mais voilà. Et puis, on suit un petit peu tout le monde où tout le monde dans le village va rapporter cette affaire. Oh oui, Santiago Nazar est impliqué dans une affaire d'honneur. Je vous laisse découvrir quelle affaire d'honneur, mais il n'y a pas grand suspense dans les crimes d'honneur. Et tout le monde se dit, mais non, ça va pas se faire.
Et puis il y a un policier qui est alerte de la situation, mais comme il n'y a pas eu crime, il ne peut pas ni accuser ni enfermer les deux frères qui sont censés tuer Santiago. Et pendant tout le livre, on va un peu suivre avec le regard de chaque personnage, de chaque personne dans cette ville qui dit avoir vu ou ne pas avoir vu ou qui va essayer de prévenir Santiago mais sans y arriver. J'ai trouvé ça bien construit, mais je n'ai pas aimé. Il y a quelque chose pour moi qui a fait que cet ouvrage n'a pas fonctionné. Je suis un petit peu déçue, pour être sincère, parce que je voulais vraiment aimer cet ouvrage. Mais ce n'est pas grave, il a écrit autre chose. Donc on ira lire autre chose de cet auteur. Mais si vous l'avez lu et que vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé vraiment et pourquoi vous avez aimé. Mais pour moi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'ai trouvé aussi que la personne qui racontait était plus ou moins drôle, si je peux dire ça comme ça, par moment. Mais ça n'a pas suffi pour me faire aimer cet ouvrage. Parce que c'est pas mauvais, c'est juste pas un ouvrage qui, malgré tout, qui m'a plu en fait. Malgré toute sa construction et tout, c'est pas un ouvrage qui m'a plu, malheureusement. Donc voilà. Le premier ouvrage que j'ai lu au mois de mai, donc c'est Tous tes enfants dispersés de Beata Mbouéry Mérès. Donc aux éditions Autrement. C'est un ouvrage qui a eu de nombreux prix. Donc si vous ne le savez pas, cette année j'ai décidé de lire l'Afrique entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais beaucoup d'ouvrages que je voulais lire et qui sont en train de stagner à la maison. Et il faut vraiment que j'arrive à lire le plus d'ouvrages possible, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à les accumuler toute ma vie et de ne pas les lire. Donc j'ai fait une liste d'ouvrages que je devrais lire cette année, environ 12 ouvrages, et c'est parce que j'en ai profité de l'initiative d'une bookstagrammeuse qui a proposé donc de faire un petit challenge, un petit défi de lire 12 ouvrages d'auteurs africains cette année-ci. Donc j'ai choisi 12 ouvrages et je vous laisserai du coup la vidéo ici et vous allez pouvoir découvrir ces ouvrages. J'ai commencé par un ouvrage sur Madagascar et j'ai poursuivi avec le Rwanda parce que l'année prochaine, ce sera les 30 ans du génocide. Donc je me suis trompée dans la vidéo en disant que c'était les 31 ans, mais c'est les 30 ans. Et je me suis dit, je vais prendre un peu d'avance parce qu'il y a déjà beaucoup de livres à lire sur le sujet et on aura peut-être plus l'année prochaine. Donc pour avoir un peu d'avance, j'ai commencé à lire ce que j'avais chez moi. Donc depuis la rentrée littéraire de 2019, j'ai cet ouvrage. Donc il fallait faire quelque chose. Donc ici, on a l'histoire de Immaculata qui est la mère, Blanche qui est la fille, fils de Blanche qui est Stokely, je crois. Et en fait, on suit sur plusieurs générations cette famille. Donc cette famille a connu le génocide. Donc la mère Immaculata explique un peu sa vie, comment elle a grandi au Rwanda, où elle a été à l'école, comment elle a rencontré son premier amour. Ils se sont séparés, elle a eu un mari européen. Ils ont eu donc une fille, Blanche, qui est partie lors du génocide, qui a été sauvée en quelque sorte lors du génocide en partant pour la France, où elle va elle aussi connaître sa vie, avoir un fils. Mais la blessure, les douleurs du génocide sont là parce que la mère a revu son premier amour et elle a eu donc un fils qui a malheureusement dû en quelque sorte se battre ou participer dans ce génocide. Voilà, je vous dis pas tout, mais lors du génocide en tout cas il a dû participer. Et en fait le frère est toujours un peu pas bien jusqu'au jour où malheureusement il ne sera plus. Donc toutes ces blessures, toutes ces douleurs vont rester dans cette famille et ce sera raconté une fois par la mère, une fois par la fille Blanche et une fois aussi avec l'autre génération, donc le fils de Blanche, Stokely. Alors c'est un ouvrage que j'ai trouvé très intéressant parce que je trouve qu'il y a beaucoup de lyrisme, il y a beaucoup d'émotions
dans cette histoire, dans ces histoires. J'ai aimé le fait qu'on parle de relations intergénérationnelles, évidemment, qu'on parle aussi du génocide, qu'on parle aussi de comment vivre, survivre, continuer à vivre avec cet événement qui a traumatisé tout le monde. Donc je vous disais que tout le monde souffrait en général et comment réussir à vivre ou continuer à vivre avec ces blessures et ces souffrances de cette guerre, de ce conflit, qu'on soit du côté des génocidés ou autres en fait, bourreaux, victimes. Comment recréer une société après tout cela en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant et le fait que la place de l'écriture aussi dans tout cela. Pourquoi écrire? Donc pour aujourd'hui, pour hier, mais aussi pour demain. Et toute cette transmission, l'héritage. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. L'importance aussi des histoires en fait. Et vraiment s'en reconstruire en tant que peuple après tout ça, ça n'a pas été une mince affaire. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurai l'occasion de vous parler de cet ouvrage à nouveau parce que j'ai noté pas mal de choses. La présence aussi de passages ou de mots ou autres dans cette langue. Et puis j'ai aimé aussi le fait qu'on cite d'autres auteurs, on a parlé de Gouverneur de la Rosée, on a parlé de pas mal d'autres choses très très intéressantes. Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en parlerai. J'ai trouvé ça difficile par moments aussi, vraiment très difficile, donc voilà. J'ai, grâce à cet ouvrage, refait, comme je vous disais, j'ai une liste d'ouvrages pour lire sur le génocide rwandais et j'ai été voir aussi ce que je pouvais trouver de façon visuelle, c'est-à-dire des séries, des films, etc. Et j'ai visionné du coup une série qu'il y avait sur Arte. Je vous laisserai le titre, etc. avec Michaela Cole et entre autres. Hein, et j'ai trouvé que c'était... il y avait de bons acteurs, etc. Et il y avait certains enjeux aussi qu'on trouve dans cette série qui était vraiment très intéressante. Enfin bref, on en parlera éventuellement pour une autre fois. J'ai oublié donc de parler de Fado. J'ai lu Fado aussi parce que j'avais besoin d'un ouvrage pour faire une coupure aussi dans toutes mes lectures. Et j'ai été prendre Fado de Kathleen Mars. Donc c'est l'un des premiers romans de l'autrice. Donc je crois, après Un parfum d'encens qui est un recueil de nouvelles, Mirage Hotel qui est aussi un recueil de nouvelles. Son premier roman était L'heure hybride, publié en 2005. Ensuite elle a fait Cassalé, que je dois lire très bientôt, qui est là, que je dois vraiment lire très bientôt, qui est paru pour la première fois en 2008. Et ensuite Fado, qui est paru aussi en 2008 en France, en Mercure de France. Et Cassalé était paru en 2007 chez Vanda ailleurs pour la première fois. Donc ici on a l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Anaïs. Anaïs était mariée à un homme, je crois qu'il s'appelait Léo. Donc c'était un couple plutôt heureux, on va dire comme ça. Et puis un jour, il a décidé de partir. Alors on soupçonne qu'il décide de partir parce qu'il avait un désir d'enfant. Et Anaïs ne pouvait pas enfanter suite à une histoire qu'il y a eu avant, que je vais vous laisser aller découvrir. Aujourd'hui, vous pouvez trouver cet ouvrage, je crois, chez Caraïbes Éditions, si je ne me trompe pas. Et en fait, Anaïs décide, suite à ce divorce et après avoir vu que son Léo a une nouvelle femme et un enfant, elle décide de faire une renaissance, si je peux dire ça. Parce qu'après une vie commune avec quelqu'un où on a tout donné, où on a un foyer, etc., je pense qu'après une rupture, quelle que soit l'issue, quelles que soient les raisons de cette rupture, on est anéanti. Et ça n'a pas besoin d'être un mariage, ça peut être une relation amicale ou autre. On est anéanti et elle veut se refaire, se remettre de cette relation. Elle décide donc de devenir quelqu'un d'autre dans un bordel. Alors, c'est fascinant comment elle apprend et elle réapprend de son corps. Ce corps qu'elle croyait qui peut-être n'était plus à elle, n'était pas à elle, qu'il avait échappé pour diverses raisons. Ce corps qu'elle donne, qu'elle offre à d'autres hommes, à d'autres personnes.
Et pourtant Léo revient. Léo revient. Et quelle place qu'elle fait à ce Léo dans sa vie? Pourquoi faire cette place? Alors moi j'ai trouvé que c'est une écriture pas simpliste, très simple, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de mots pour décrire beaucoup de choses, mais les descriptions sont justes et simples. Et en fait, j'ai vu en Anaïs beaucoup de choses, beaucoup de choses. Je me suis identifiée à elle, mais en même temps, je me suis complètement détachée à elle à certains moments. J'ai trouvé que la sensualité, la sexualité d'une femme était vraiment bien représentée, à sa façon évidemment, mais bien représentée. J'ai aimé aussi le fait qu'elle se sente seule dans une maison et dans une ville qui est dangereuse. Le fait aussi qu'elle ait des... Il y a toute cette sororité aussi avec les autres femmes du bordel, mais aussi toute cette tension entre ces femmes, notamment une nouvelle jeune fille qui va arriver et qui va peut-être prendre la place d'Anaïs dans le cœur comment on dit ça, du macro en quelque sorte, de la personne qui a ce bordel, ce bar aussi. J'ai aimé aussi qu'elle parle du temps, le temps aussi qui nous montre un peu peut-être comment elle se sent à l'intérieur de sa personne, dans son être. J'ai vraiment aimé cet ouvrage parce que je pense que c'est un ouvrage qui nous permet de vivre peut-être certaines choses qu'on n'ose pas raconter comme cela pour une femme. Au jour d'aujourd'hui, on a, je pense, beaucoup de choses qui racontent les femmes, qui racontent les travailleuses du sexe et pas mal d'autres choses. Mais il y a une certaine beauté dans tout cela. Et je parle pas de si on est d'accord ou pas, que ce qu'on pense de ce qu'elle fait, etc. hein. Pas d'avis forcément, pas d'opinion sur ce qu'elle nous raconte. Mais le fait que ce soit quand même beau de voir qu'une jeune femme s'approprie ou se réapproprie son corps, décide aussi de passer par le sexe, la sensualité, par la sexualité, par le don de soi à l'autre pour pouvoir se connaître à nouveau et de savoir que on peut peut-être aussi vivre les mêmes choses ou ne pas ressentir les mêmes choses, ne pas être d'accord, mais ça pousse à aller vers l'autre, ça pousse à un dialogue, ça pousse à pas mal de choses. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai aimé aussi le comportement de sa copine voisine, si on peut dire ça comme cela, qui est pas d'accord parce que Léo revient et tandis que Léo a une femme, Léo a maintenant un enfant, tout ce qu'il avait désiré. Pourquoi il revient en fait? Pourquoi il revient? Et est-ce que le mariage et l'union sacrée, est-ce que le mariage est vraiment nécessaire pour aimer quelqu'un? Qu'est-ce que l'amour de soi ou de l'autre? Pas mal de choses. On se questionne aussi sur les relations en général. Et moi, je me suis dit qu'il y a des choses que même peut-être que je n'ai pas compris en ayant lu ce court extrait, parce que c'est très court, enfin extrait, ce court roman, c'est très court, mais ça en dit tellement, ça dit beaucoup de choses. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis moi, j'aime déjà la plume de Kathleen Mars. Et puis j'ai été écouter du fado, évidemment, parce que c'est un style de musique, si vous ne le savez pas. Et j'ai été écouter du fado de la chanteuse qu'elle cite dans le texte. Alors c'est pas mon style de musique préféré, j'avoue, mais j'ai quand même écouté, pas jusqu'au bout, parce que j'ai essayé d'écouter pendant que je lisais, mais quelquefois j'y passais. Mais du coup, ça m'a permis aussi de savoir ce que le fado de base. Et puis le fado aussi, ça représente une danse, notamment en Haïti. C'était vraiment intéressant, pousse ça pousse à se questionner sur pas mal de choses. En tout cas, moi, ça m'a poussé à me questionner. Je me questionne encore et je pense que je vais relire cet ouvrage pour en apprendre davantage. Voilà, sur le monde de la nuit aussi, la précarité dans la ville à cause de l'insécurité. Alors cet ouvrage est écrit en 2008, je crois, publié en tout cas en 2008, et on parle déjà d'insécurité, donc il y a toujours eu cette affaire d'insécurité. Donc au jour d'aujourd'hui, ça grandit juste plus et ça devient juste hors de contrôle en fait. Et ça peut donner aussi une idée d'une société haïtienne
On parle aussi beaucoup de rêves, de croyances avec une jeune femme qui va malheureusement décéder, mais son rapport avec son père et pas mal d'autres choses. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, vraiment très intéressant et je recommande. Voilà. Donc voilà, ce sont tous les ouvrages que j'ai pu lire au mois de mai. J'ai adoré mon mois de mai, je crois, parce qu'il y a eu de bonnes lectures, de très bonnes lectures, de moins bonnes lectures, mais j'ai pu découvrir des plumes. Donc j'ai lu environ 1300 pages. Je ne compte pas les ouvrages que j'ai commencé comme l'ouvrage pour mon book club. C'est pas grave. C'est Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert. La rencontre sera prévue pour juin. Restez connectés pour la suite et pour en savoir davantage. Et abonnez-vous aussi si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, j'ai lu donc 6 ouvrages dont 4 romans, un roman jeunesse et après tous les autres romans, c'était des romans plutôt dits adultes. Une nouveauté, c'était la jeunesse. Et après, c'était plutôt des ouvrages de fond. J'ai lu une bande dessinée ou un roman graphique, donc c'était La Rave du futur. Et j'ai terminé la série. Je suis hyper contente et fière d'avoir été jusqu'au bout, franchement. Vraiment. Ensuite, j'ai lu un essai, donc, qui est Le Vaudou haïtien d'Alfred Métro. Donc, j'ai lu 3 auteurs et 3 autrices. Donc, on est plutôt dans un équilibre entre guillemets parfait. Donc c'était vraiment un mois que j'ai adoré. Donc c'était le mois de l'héritage haïtien et j'ai lu quand même 2 ouvrages sur Haïti, sans compter Avant que les ombres s'effacent que j'ai commencé, et de l'égalité des races humaines d'Anténor Firmin aussi que j'ai commencé parce que on cite beaucoup cet ouvrage dans Avant que les ombres s'effacent. Donc il faut vraiment que je m'y mette. Mais en tout cas, je suis plutôt satisfaite de ce que j'ai pu lire. Et j'ai hâte de continuer. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous avez lu au mois de mai. Qu'est-ce que vous avez adoré au mois de mai. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces ouvrages également et me dire ce que vous en avez pensé. Ça me fait toujours très plaisir. Merci à toutes les personnes donc, qui restent là et qui me soutiennent depuis un moment. Merci à toutes les personnes qui arrivent tout juste. Bienvenue et puis j'espère vous voir bien plus nombreux et nombreuses sur la chaîne. Ça me ferait plaisir et puis je saurais aussi que mon travail paie, est intéressant et plaît. Ça me fait déjà plaisir de savoir que vous êtes aussi nombreux et nombreuses parce que j'aurais jamais cru que ça aurait pu arriver jusque là et que j'aurais continué. Donc merci infiniment. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ensemble. N'hésitez pas donc à me suivre sur les autres plateformes pour pouvoir voir mes lectures en temps réel notamment, ou encore pour pouvoir voir un peu ce que je fais aussi. Donc, et puis je prépare déjà la rentrée littéraire. On se voit bientôt pour cette rentrée littéraire. Je vous souhaite quand même aussi de bonnes vacances si vous partez en vacances, si vous avez l'opportunité de prendre des vacances. Et puis si vous avez encore des jours de travail, ben on continue, hein, il n'y a pas de souci, on continue. C'est bien aussi de travailler pour ses objectifs et ses rêves. Je vous souhaite beaucoup de courage, de force comme on dit. Je vous embrasse fort et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de partager et de laisser un petit commentaire. Bisous!